Salut les pyjamas, aujourd'hui on va parler de coming out ou en bon français de démasquage. C'est parti! Alors, vous m'excuserez si pour cette vidéo je regarde pas toujours là, si je vous regarde pas toujours, mais comme ce matin on est en janvier, la lumière est très très faible dehors, du coup j'ai mis de la lumière derrière mon téléphone. Et du coup, ça, c'est pas très agréable. Mais si je veux que l'image ne saute pas, enfin voilà, je suis obligée de faire ça. Alors, j'ai prévu plein de vidéos pour l'année 2024. J'ai au moins une dizaine de vidéos écrites dans mon ordinateur que je souhaite mettre un peu en scène avec de l'humour, avec des informations. Donc ça nécessite un montage et donc du temps. Sauf qu'en ce début d'année, déjà, il y a eu les fêtes de Noël, alors qui se sont bien passées, mais qui m'ont coûté. J'en ai été étonnée. Et c'est fou parce que je le savais, mais j'ai quand même été étonnée. C'est-à-dire quand on recevait chez nous et quand tout le monde est parti, je me suis littéralement affalée sur le matelas que j'avais mis pour moi la veille, parce qu'on couchait tout le monde. Et j'ai dormi 2 heures d'affilée sans boule qui est, ce qui pour moi est inimaginable d'habitude. Enfin, je peux pas dormir sans boule qui est. Là, je me suis effondrée, j'ai dormi 2 heures. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai commencé le ménage d'après, et au bout d'1 heure et demie, je me suis sentie mais mal. Je pensais même que je couvais quelque chose, et je me suis remis au lit et j'ai redormi 2 heures. J'avais l'impression d'être dans le coma, que je devais drainer un coma, quoi. J'avais plusieurs heures à récupérer. Bref, tout ceci pour vous dire que ça, plus le début d'année, j'ai pas encore eu le temps de tourner les vidéos écrites, mais ça viendra. Aujourd'hui, ce sera plutôt une vidéo témoignage, où je vais vous raconter des anecdotes, mais je sais que parfois les anecdotes peuvent aussi aider. Donc, j'ai fait mon premier coming out. Désolée si j'utilise l'anglais, mais je le trouve pertinent parce que coming out, c'est sortir d'eux. Donc là, c'est vraiment pour moi sortir du masque, le retirer, quoi. Vous savez, il y a une scène dans L'homme au masque de fer. Voilà, j'ai l'âge que j'ai, hein. Du coup, j'étais fan de Leonardo DiCaprio et quand il enlève son masque, vous savez, il y a une scène presque au ralenti où il sait même plus boire après, parce qu'il avait l'habitude de boire avec son masque, donc il est tout perdu. Et c'est vraiment la sensation que ça me fait en ce moment, une espèce de perdition, mais de perdition positive. Donc je vais vous expliquer mon cheminement qui m'emmène à là où je suis ce matin. J'ai fait mon premier coming out officiel au travail. J'avais vraiment très peur, même si je ne doutais pas en fait de mes collègues, je ne doutais pas de leur bienveillance, mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Je me suis filmée en fait juste avant, je vous montre. Bon, bah là vous voyez, je suis pas en pyjama parce que j'avais pas prévu du tout de tourner. Je suis perturbée, comme on l'entend avec mes Demain, je commence une semaine de travail. Ce lundi, je vais faire mon coming out. Alors, Tex ne serait pas très content, on dirait plutôt révélation. Et quand ma chef me l'a proposé, je me suis dit oui, génial, je me sens prête. Il y avait les vacances de Noël à passer, il y avait Noël, et sur le moment, intellectuellement, je me disais bah oui. Et je me lève ce matin. J'ai travaillé hier, je retravaille demain. Et donc aujourd'hui est une journée de congé voilà, ensoleillée. Ma fille va aller jouer chez une amie, donc tout va bien. Mais là, je suis à côté, mais à côté de mes pompes, et je ne savais pas pourquoi. Tant le bon autiste qui vit les trucs et qui se rend compte après. Je dis mais pourquoi? Maintenant j'arrive à me dire mais là c'est un peu plus fort que d'habitude si tu penses prendre un anxiolytique alors qu'il est le matin, c'est que c'est bizarre. D'habitude tu fais pas ça. D'habitude c'est le soir l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Et là je me demande est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que
Je pense que ça va bien se passer. Mais ça fait bizarre, hein, quand on a masqué pendant tant de temps et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'enlever le masque. C'est étrange. Oui, je sais plus comment me comporter, je sais plus quel mouvement j'ai le droit de faire ou pas. Enfin, le fait d'en faire une vidéo, ça devient un bon stress. À chaque fois que je vis quelque chose, je me dis, vous l'avez déjà vécu ou vous allez le vivre. Comme maintenant, vous êtes nombreux, il y a des gens qui sont déjà passés par là, d'autres qui vont y passer. Et je sais qu'en postant, les gens qui sont passés par là vont me raconter comment ça s'est passé pour eux. Et les gens qui n'y seront pas passés vont me dire « Ah bah ça me fait un exemple ». Et de faire partie de ce petit maillon de chaîne, de vécu, bah ça me fait du bien. Je me sens pour le coup moins seule. Ah, donc vraiment, j'avais un poids sur le cœur. Et c'était terrible parce qu'entre le moment où je suis arrivée donc pour ce repas de début d'année au travail et le moment où la chef de service m'a donné la parole, j'étais en apnée, mais vraiment, j'étais super mal. J'arrivais pas à me concentrer. J'avais cette douleur, j'avais des sueurs froides. Et les sueurs froides, c'est pas agréable parce qu'on a l'impression de puer en plus. Donc j'ai lu en fait parce que j'avais peur que ce soit, j'avais peur de pas savoir m'exprimer. Donc j'ai lu un petit mot. Je vais vous le lire. Alors je voudrais juste préciser avant de lire, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, déjà bienvenue. Hein. Je suis encore en processus diagnostic. J'ai eu des aménagements de la médecine du travail sans diagnostic officiel. Et ça je voulais le redire parce que c'est quelque chose, je pense qu'on ne sait pas. Si vous avez des difficultés dans votre travail, même si vous n'avez pas encore de diagnostic officiel, allez voir la médecine du travail et parlez-leur. Des choses sont toujours possibles. Chers collègues, j'ai quelque chose à vous dire et comme ça va avoir une haute teneur en émotions, j'ai décidé de l'écrire pour ne pas me perdre en vagues conjectures et autres introductions interminables. Rassurez-vous, je n'annonce pas mon départ. J'aime ce travail et vous m'êtes tout agréable, phrase que je n'ai jamais eu le loisir de prononcer jusque-là dans ma vie. Comme j'aime mon travail et que je veux le faire le mieux possible, je suis depuis 2 ans dans un processus de recherche sur mes difficultés qui m'a mené avant les vacances à la médecine du travail, qui m'a proposé des aménagements dont je vous parlerai en fin de page. Je suis dans un processus de diagnostic de TSA au CRA. Sans sigle, ça donne « Je suis en cours de diagnostic d'autisme au centre autisme de la région ». Ce processus est très long et je souhaitais arriver au bout avant de vous en parler. Mais mes difficultés me rattrapent et si je veux continuer à travailler efficacement, il me fallait un changement dans l'organisation de mon emploi du temps. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, 60% des autistes ayant un QI parfaitement dans la norme. C'est mon cas. Je n'ai rien d'extraordinaire ou au contraire d'insurmontable, mais j'ai des difficultés avec les relations sociales, même si ça ne se voit pas. Chez la personne autiste, un défaut d'élagage synaptique fait que non seulement nous n'avons pas spontanément les codes sociaux, ce qui est déjà dommageable, mais qu'en plus nous percevons les sons, les lumières, les odeurs de manière très différente, et ces perceptions, que les neurotypiques peuvent chanter, nous déconcentrent en permanence. Cette sensorialité atypique peut mener les autistes à des crises, les plus connues étant les shutdowns, comme une déconnexion paralysante, d'autres les meltdowns, comme une géante crise de nerfs, ou encore les crises non épileptiques psychogènes, comme celle que j'ai faite à l'annonce du départ de notre chef de service ce printemps, et qu'il m'arrive de faire lorsque je suis sensoriellement en surcharge ou ma fatigue devient paroxystique. Oui, donc j'ai fait une crise non épileptique psychogène au travail suite à l'annonce du départ de mon chef de service que j'aimais beaucoup. Et c'est pour ça que je vous en parlerai après, mais si je démasque aujourd'hui, c'est parce que je sens que je suis arrivée au bout de quelque chose et que je ne peux plus enjamber la barrière en fait. Mais ça, j'y reviendrai. Je tiens à préciser que je ne me sens pas en difficulté dans le travail avec les familles, mais que je sais que mes inattentions et ma fatigue pourraient me mener à oublier certaines choses. Dans cette perspective, je vous présente l'aménagement. Alors, je ne vais pas vous le présenter parce que vous ne connaissez pas mon travail, donc ça ne va pas vous parler, mais voilà. Donc je présente les aménagements. Les interactions sociales me coûtent, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, et je serai bien entendu toujours ravie de parler avec vous, sauf si le vous en question dépasse les 12 personnes, auquel cas la foule m'angoisse. Parce que oui, je sais que certaines sans doute, j'ai fugué pendant le congrès, c'était ça ou convulsé,
Et on sait toutes maintenant que les pompiers ne sont pas des canons, alors j'ai préféré fuir. Alors là, c'est un private joke, hein. Attention, j'ai rien contre les pompiers. C'est juste que quand j'ai fait ma crise, vous savez, quand on appelle les pompiers dans une situation d'urgence, je sais pas si vous l'avez vécu, mais la personne qui est à terre et pour qui on appelle les pompiers, on essaye de lui parler et on essaye de la ramener et de faire un peu d'humour. Et donc, quand on attendait tous les pompiers, comme on est une équipe de filles, elle me dit « Ah, tu vas voir, ils vont être mignons ». Et finalement, en fait, les pompiers ont fait une énorme gaffe. Je sais pas si je l'ai déjà raconté sur la chaîne, mais bon, voilà, ça fait partie des choses désagréables qui peuvent arriver. L'un des pompiers connaissait les crises non épileptiques psychogènes, et donc il avait fait ses recherches. Et c'est vrai que sur le net, quand on fait des recherches là-dessus, on dit que les CNEP sont faites par des gens suite à un traumatisme de viol. Et ce pompier en était persuadé et il m'a vraiment cuisiné, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions et moi ça m'a énervée, voilà, entre deux convulsions. Donc je lui ai dit non mais c'est bon, arrêtez, oui il y a eu viol, oui j'en ai même écrit un livre, mais je faisais des CNEP bien avant ça. Sauf que ce monsieur, il a juste retenu viol et livre. Et donc, il est allé ensuite dire à toute mon équipe que je faisais des crises comme ça parce que j'avais été violée. Voilà. Donc, secret professionnel en PLS. J'ai fait remonter, c'est mon mari qui a fait remonter. Et là, vraiment, je le remercie là-dessus parce que moi, j'avais pas la force, en fait, après, de d'écrire, de me renseigner. Donc, lui s'est renseigné et il a demandé à avoir des explications sur ce qui s'était passé. Et le chef des pompiers s'est expliqué, le monsieur a cru que comme j'avais écrit un livre, c'était qu'en gros tout le monde savait. Comme si écrire un livre en France voulait dire faire un best-seller, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Cette année par exemple, j'ai eu 5,24 € de droits d'auteur. Donc oui, je suis une écrivaine très très connue. Voilà, donc ce pompier avait compris ça, donc effectivement, il y a eu connaissance qu'il y a eu une faute, ça a été rappelé à la personne, enfin voilà, pour moi le plus important c'est que c'est qu'il fasse pas cette erreur avec d'autres personnes, quoi. Donc les pompiers ne sont pas des canons, alors j'ai préféré fuir. Je vous remercie d'être qui vous êtes, tout ici, et je lève mon verre à la meilleure équipe que j'ai rencontrée. Voilà, donc ce petit discours a été suivi d'un silence un peu pesant, et puis après il y a eu des réactions très touchantes. La secrétaire de l'équipe avec qui je m'entends bien a eu la larme à l'œil. Je suis allée la prendre dans mes bras parce que quand c'est moi je peux toucher, et c'est très mignon parce qu'elle m'a dit « Ah, j'ai droit à un câlin même si t'es autiste », et en fait elle s'en doutait, et j'ai trouvé ça intéressant de demander aux gens s'ils s'en doutaient ou pas. Et elle s'en doutait parce qu'un jour au travail, on s'est télescopé, mais physiquement, hein. C'est-à-dire que moi je sortais d'un bureau, elle sortait d'un autre bureau et on ne s'était pas vu. Et moi je sortais d'un pas rapide et elle sortait d'un pas rapide, et du coup on s'est littéralement rentré dedans. Et moi j'ai eu une réaction autiste. Je me rappelle vraiment avoir eu un... Vous savez, comme le réflexe de Moreau des bébés. Et après je suis restée un peu comme ça. Et elle m'a dit « Oh, pardon, pardon ». Je dis « Non, non, mais c'est pas grave. » Voilà, et on est passé à autre chose, mais c'est vrai que ma réaction avait été très corporelle, quoi. Donc, j'ai fait mon coming out, et les réactions qu'il y a eu, on m'a remercié de ma transparence, enfin, c'était merveilleux, parce que du coup, je me dis « Waouh, ça y est, ici, en tout cas, dans ce lieu, j'ai le droit d'être moi-même. Je ne me retiendrai plus de stimer pendant les réunions. Je ne m'en voudrais plus de poser mes chaussures pendant la réunion. Je pourrais m'autoriser à faire mon petit steam préféré là avec mes cuticules sans me dire que les gens vont me regarder. Enfin, je me sens... je me dis, ça y est, mon travail, donc il est à 36%, hein, c'est pas un travail à temps plein, mais ce travail-là est un espace sécurisé. Et en ce moment, dans ma vie, ce coming out a généré chez moi une envie de démasquer très grande. Alors pour être honnête avec vous, c'était pas la première fois de ma vie que je démasquais. Et donc je vais vous donner une autre anecdote qui est très rigolote et qui peut-être va vous donner le ton.
J'ai démasqué pour la première fois l'année dernière un enterrement de vie de célibataire, donc de mon amie la plus ancienne, que je salue si elle me regarde, qui a fait un enterrement de vie de célibataire avec une activité. Donc ça, c'était quelque chose que j'appréciais. C'est-à-dire, si ça avait été juste une fête, j'aurais été très mal à l'aise. Mais là, il y avait une activité sportive, donc du canoë-kayak. J'en avais fait une fois, mais j'aime faire du sport. Voilà, ça fait partie des choses. On me propose de faire du sport. Je me disais, bah, c'est bien, il y aura quelque chose pour faire un lien sans qu'il y ait trop de small talk, même si forcément, il devait y en avoir. Donc on était mélangés garçons et filles, et donc je me retrouve dans un canoë avec la marraine de la fille de mon ami, sachant que moi je suis la marraine du fils de mon ami. Donc on avait mis le canot des marraines. Ça se passe très bien. La personne en question, formidable. Je sais pas si c'est les pagaies ou si c'est les atomes qui passent. Alors au début on est très maladroite, hein. C'est-à-dire que moi je sens que mes fonctions exécutives c'est une horreur, je me dis mon Dieu, 40 km comme ça, on va jamais y arriver. Et puis finalement, on trouve notre rythme, parce que sur les pagaies, il y a des couleurs pour les gens comme nous. Et donc on se donne les noms des couleurs jaune, vert, et on réussit à se coordonner. Et alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est sa personnalité? On se met à parler de nos vies et de choses assez intimes, ce qui moi me met à l'aise, parce que le small talk, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas à l'aise, les petites conversations comme ça. Si on avait parlé de véranda, d'impôts, de crédit d'impôt, de vaisselle, enfin de choses complètement futiles, je me serais emmerdée, mais j'aurais eu envie de sauter du canot. Alors que là, non, c'était des choses sur, voilà, nos vies de maman, nos vies de femme, nos vies professionnelles, nos difficultés. Donc c'était hyper agréable en fait. Et c'était beaucoup de kilomètres, alors je crois que c'est 40, hein, j'en suis plus sûre, mais en tout cas c'est beaucoup de kilomètres quand on n'a jamais fait de canoë. Et pendant l'après-midi, donc c'était en pleine canicule, hein, je précise pour après, ça va avoir son importance, et le but c'était de passer une journée tous ensemble, donc quand il y en avait un qui tombait, on s'attendait, du coup il y avait canoë, pause, canoë, pause, canoë, pause. Et moi, à un moment, je me sens mais au bout de mon énergie. C'est-à-dire le fait d'avoir sociabilisé depuis le matin, d'être venue la veille chez mes parents parce que c'était loin, de faire énormément de sport en pleine chaleur, je sens que je vais faire une crise. Et là, je me dis, waouh, je sentais que c'était ni le meltdown ni le shutdown, je sentais que c'était vraiment la crise convulsive qui allait arriver. Et je me dis, si je convulse sur un canoë au milieu d'une rivière, je plains la personne qui est avec moi, quoi. Ça va être terrible. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'autre choix que d'en parler à la personne qui est dans le canoë avec moi. Donc, je lui verbalise, en très peu de mots, diagnostic, en cours de diagnostic d'autisme, crise maintenant, donc il faudrait qu'on reprenne le canoë et qu'on arrive sur la rive le plus vite possible. Et là, cette personne formidable, qui travaille dans le social aussi, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça les atomes crochus. Là, elle a un réflexe vraiment salvateur. Elle ne pose pas de questions. Elle ne montre pas qu'elle a peur si elle a peur. Et elle fait « Ok, d'accord, c'est parti, on y va ». Et là, elle prend les rames et on commence à ramer assez vite. Et dès qu'on croise le groupe qui est en pause, au lieu d'expliquer ou de « je t'appellerai », elle lance à la cantonade « Ah, nous, on va gagner, le groupe des marraines, on va vous éclater ». Enfin, genre, on est encore dans la journée, c'est la fête. Et du coup, ça passe, puisqu'on rigole. Voilà, on passe. Donc, on trace complètement. Pendant ce temps, elle continue d'être dans la bonne humeur, d'être joviale. Elle me laisse ne pas parler, mais voilà, sans me dire que ça la gêne. Et on arrive enfin sur la rive. Et là, donc, je lui dis, je vais avoir besoin d'un moment, voilà, je vais m'allonger, tu t'inquiètes pas. Et elle me met dans un petit coin avec mes affaires, celle qui s'occupe du sac à dos, enfin, elle s'occupe absolument de tout. Et là, au lieu d'une knep, d'une crise convulsive, je fais un simple, entre guillemets, un simple shutdown, c'est-à-dire que je me retrouve, je suis incapable de parler, je ferme les yeux, je sens que ça se calme, mais il me faut du temps. Et là, pareil, elle continue d'être géniale. Quand le groupe arrive, elle dit non, mais c'est bon, elle a juste pris un petit coup de chaud, elle a besoin, voilà, de s'allonger un petit peu.
Elle rassure absolument tout le monde, ce qui fait qu'il n'y a aucune personne qui vient me voir anxieusement, voilà. Mon amie, bien sûr, qui est au courant, elle comprend. Et ça me permet, au bout de... Alors, j'ai perdu la notion du temps, hein. Je sais pas si ça a duré 10 minutes ou 1 heure, j'en sais vraiment rien. Mais voilà, au bout d'un moment, je sens que ça y est, ça va mieux. On m'a emmené des chips, on m'a emmené de l'eau, enfin, on m'a mis à l'ombre. Du coup, je peux repartir avec le groupe. Et comme j'ai démasqué avec elle, pendant la soirée, je démasque avec les autres, notamment pour partir assez rapidement, parce que ça reste une soirée, ça reste de la sociabilisation. Et ça a été merveilleux, parce que quand je suis partie, les filles auprès de qui j'avais démasqué ne m'ont pas posé de questions. Et les garçons qui ne savaient pas, « Oh, mais tu pars déjà !» Pour la première fois, je n'ai pas eu de sentiment de culpabilité, et j'ai dit, vos femmes vous raconteront, avec le sourire. Et j'ai pris ma voiture sans me sentir coupable et en ayant passé une bonne journée. C'est énorme, c'est énorme. J'en ai gardé un souvenir vraiment très chaleureux. Et cette possibilité aujourd'hui d'être moi-même, c'est nouveau et ça me met dans un espèce de no man's land parce que je me rends compte qu'après avoir masqué pendant toutes ces années, la sensation d'identité, elle est presque absente. C'est-à-dire que pendant des années, je me suis collé des étiquettes en fonction de ce que les autres disaient de moi, mais c'était des étiquettes fausses. Par exemple, quand on me disait que j'étais égoïste, tout simplement parce que j'avais juste sorti une petite cuillère pour moi et pas pour les autres à table, juste parce que j'étais dans mes pensées, que j'étais vraiment dedans et que en aucun cas je voulais dire aux autres « je m'en fous de vous ». Enfin, toutes ces fois où on m'a reproché qui j'étais, et au lieu de savoir que ça venait de mon autisme, en me collant une étiquette. Arrogante, égoïste, qui pense pas aux autres, pédante, des trucs pas hyper agréables, mais que j'avais fini par intérioriser finalement. Et du coup, je suis encore, parce que c'est pas fini, mais en permanence en train de regarder autour de moi. Est-ce que je dis les choses correctement? Est-ce que je ne vais pas vexer quelqu'un? Est-ce que tout va bien, finalement? Et cet état de tension de est-ce que tout va bien? C'est un état, aujourd'hui, je m'aperçois, j'ai de plus en plus de mal à le supporter. Et là, tout arrive d'un coup, ou alors je perçois les choses différemment, mais aujourd'hui, je vais parler à un des praticiens qui suit ma fille, avec lequel il y a eu une incompréhension orale. C'est-à-dire que je n'ai pas compris que la fin de la prise en charge de ma fille avait lieu plus tard. Moi, j'ai compris qu'elle avait lieu en janvier. Et quand je lui ai dit par texto, parce qu'en plus ma fille voulait plus du tout y aller, il m'a écrit qu'il était très étonné parce qu'on n'avait pas du tout dit ça. Et ce pas du tout dans le texto. Mais je me suis sentie mal, mais mal. Et j'ai eu du mal à m'endormir le soir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui pourraient dire « Non mais c'est bon, ça va, vous êtes mal compris, tu vas lui expliquer, il n'y a pas mort d'homme. » Non, il n'y a pas mort d'homme. Mais cette incompréhension-là, elle m'a renvoyée à tous ces moments dans ma vie où j'avais mal compris, où je m'étais mal exprimée et où donc mes intentions n'étaient pas du tout de blesser, mais où du coup ces intentions étaient prises comme telles et où je me recevais un espèce de rejet massif alors que je m'y attendais pas. Enfin, vous voyez, à la limite, quand on dit quelque chose de pas agréable à quelqu'un, quand on se dit tiens, je vais mettre les points sur les i, je vais lui expliquer, on s'attend à ce que la personne, elle puisse réagir de manière rejetante, parce qu'on lui dit des choses pas agréables. Mais quand on est dans le neutre, entre guillemets, c'est-à-dire quand on dit à quelqu'un des choses qui nous paraissent complètement anecdotiques et que d'un seul coup, oh, j'ai fait une connerie, mais non, mais... Voilà, ça m'a renvoyé à ça. Et j'ai ressenti au départ de la... Je fais un travail là, nommage des émotions. J'ai ressenti de la tristesse, j'avais envie de me cacher, j'avais envie de disparaître. Et ensuite, j'ai ressenti de la colère. De la colère parce que j'avais envie de dire « Mais merde, je n'ai pas fait exprès. Votre pas du tout, il est un peu jugeant, quoi. Je n'ai pas fait exprès. » Et pour moi, en plus, dans ma tête,
il y a eu plein de phrases qui, pour moi, voulaient dire qu'on arrêtait en janvier. Et vraiment, moi, je sais que j'ai du mal à comprendre les implicites. Donc je me disais, bon bah là, ok, j'ai analysé, il a dit ça, donc ça veut dire que ça. Donc je n'ai pas fait exprès de ne pas comprendre. Et j'ai envie qu'on arrête de me le reprocher. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne reproche pas à quelqu'un qui a une béquille de ne pas prendre les escaliers. On lui dit pas, t'aurais pu prendre les escaliers, pourquoi tu me demandes de descendre? Bah non, on lui dit pas ça. Mais un autiste qui va mal comprendre, qui va demander de baisser le son, ou qui va avoir un comportement lié à son autisme, on va lui dire, bah quand même, t'abuses. Et ça, pour la première fois, ça me met en colère. Et c'est couplé avec un autre texto que j'ai reçu hier soir. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. D'une amie qui m'a dit que... Donc elle passait pas loin de chez moi avec ses 2 enfants et elle me dit « Je peux venir dormir chez toi ?» Et en fait, là pareil, tristesse parce que j'ai envie de voir cette amie, parce que c'est mon amie. Mais là, à l'heure actuelle, mon état de fatigue paroxystique fait que, même si par exemple elle dormait pas à la maison mais que j'allais la voir dans la ville proche de chez nous, ce serait déjà quelque chose d'énorme pour moi. Et qu'elle me demande de dormir chez moi, je me dis mais en fait elle a pas compris ce que je lui ai dit, parce que je lui ai dit à cette amie. Et ouais, il y a un peu de colère derrière, il y a un peu de... Il va falloir réexpliquer encore vraiment. Il va falloir encore que je vous redise tout ça. Ah, je vais encore passer pour la chiante, la méchante, l'associable. Je peux plus. C'est... J'ai eu donc ma belle-mère à Noël, donc elle me connaît bien, hein, puisque ça fait donc 14 ans qu'elle me connaît. Et c'est drôle parce que de tous mes comportements autistiques, ce qu'elle a retenu, et j'ai trouvé ça intéressant, on était à table et mon mari rigolait sur le fait que j'avais pas de défaut. Alors bien entendu que j'en ai, hein, mais voilà, c'était une petite conversation. Ah, Johanna, elle a pas de défaut. Ma belle-mère, ah bah non, elle a pas de défaut. Alors sauf les petites manies où elle nous demande de baisser la radio. Et je me suis dit, c'est fou parce que de toutes mes manies, il y a que celle-là qui a été retenue. Et je me suis demandé pourquoi. Et donc je me suis souvenue de toutes ces fois où j'avais demandé effectivement à ce qu'on coupe la musique. Et je me suis dit, bah en fait, j'exprime quand vraiment c'est quelque chose de pas possible. C'est-à-dire que moi, vraiment, la radio fort dans une voiture, je suis au bord du malaise, je suis au bord de la crise. Donc là, je demande. Mais toutes les fois où je souffre et où je me dis non, c'est bon, je prends sur moi. Non, c'est bon, je prends sur moi. Non, c'est bon, je prends sur moi. Ben, je le verbalise pas. En fait, je verbalise les choses quand je suis au bord de la crise. Et là, je crois que j'en suis à ce stade-là de ma vie. C'est-à-dire que mon quotidien, aujourd'hui, il est vraiment mieux qu'il y a 2 ans en arrière quand j'ai commencé à me poser des questions. Il y a des aménagements donc qui vont être faits dans mon premier travail. Bon, pas encore dans mon deuxième, mais je me sens beaucoup mieux avec cette connaissance de mon autisme. Mais je me sens tellement fatiguée de ne pas avoir dit pendant toutes ces années qu'aujourd'hui j'en suis à un stade où je fais tout avec fatigue et je suis au bord de la crise partout. Je dis pas ça de manière dramatique. Ah, la pauvre, elle est au bord de la crise. Parce qu'en plus, techniquement, j'espère ne pas paraître complètement dissociée de ma propre empathie, mais moi, personnellement, les crises, j'ai l'habitude. Hein. Bon, allez, ça fait mal parce que quand je tombe, du coup, je me cogne et le lendemain, il y a des bleus. Mais je pense très sincèrement que la crise, elle est peut-être plus difficile pour la personne qui la voit. Enfin, quand c'est la première fois, voilà, ça fait peur, ça... Mais moi, ce qui est plus embêtant pour moi, c'est pas la crise en soi. C'est la fatigue que ça génère derrière, quoi. Et aujourd'hui, pour être bien avec mes proches, mes très proches, et au travail, c'est-à-dire pour avoir une vie basique, normale, j'ai l'impression que je suis obligée de dire. Donc cet après-midi, à ce praticien, mon mari m'a conseillé de lui nommer mes émotions. Et je me suis dit, c'est pas mal.
Et je crois que je vais le faire, même si j'ai toujours eu peur dans ma vie de dire ce que je pensais, parce que j'ai tellement été rejetée pour des choses que je ne comprenais pas, que je n'ai jamais osé dire de choses négatives. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des autistes qui sont cash, qui disent tout, à qui on dit « Ah, bah toi, c'est bien, t'es franche ». Non, non, moi, je suis tout sauf franche. Enfin, moi, j'ai appris à être obséquieuse. Dans les vidéos anglo-saxonnes, je vois beaucoup que le phoning, donc d'être un people pleaser, c'est-à-dire le fait de faire plaisir à tout le monde, bah ça fait partie des techniques de masking, dont je vous parlerai une prochaine fois aussi. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà une demi-heure que je vous parle et mon portable va se couper. J'espère que ça aura pas été trop long. Le prochain café des pyjamas aura lieu le 9 février à 10h. Le café des pyjamas, qu'est-ce que c'est? C'est un live où on discute entre autistes de tout un tas de choses. Si vous voulez participer, c'est dans le bouton rejoindre à côté de s'abonner. Et même si vous ne nous avez pas rejoint, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse pour poser une question ou envoyer votre témoignage et je le lirai à l'antenne. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour une vidéo beaucoup plus construite. En attendant, prenez soin de vous et de votre fatigue parce que c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!